Bonjour, 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 Bonjour à bonjour, tous. bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à ce webinaire surprise qu'on a organisé, pas en catastrophe, parce qu'on n'est jamais catastrophé avec Nathalie, mais enfin en urgence, parce que ce plan que j'appelle Vigiformat Pirate, pour faire court, ce plan de lutte contre la fraude dans la formation professionnelle, quand même, présente beaucoup de questions, beaucoup de perspectives, beaucoup d'enjeux, et ça nous a paru important de réagir très vite. Très Nathalie, vite. je Et te puis aussi laisse. pour vous rassurer tout de suite, hein, parce que c'est vrai qu'on enchaîne les décrets en cet été. Ce plan, comme dit Michel, il l'a bien nommé Vigiformat Pirate. Oui, c'est pour préserver le domaine de la formation pro. Il y a des choses qui sont déjà mises en œuvre, hein, d'autres qui vont être temporisées. Le but d'aujourd'hui, c'est de pouvoir vous apporter déjà les premières clés de décryptage. On n'aura pas toutes les réponses parce qu'il va y avoir des décrets, des lois qui vont arriver au fur et à mesure des mois. Donc, c'est vraiment aujourd'hui se préparer, comprendre et où est-ce qu'on va. N'est-ce pas, mon cher ami Michel? Absolument, absolument. Alors, On on va va. commencer par un tout petit sondage pour voir les bons élèves. On rigole. Pour ceux qui ont déjà eu le temps de prendre connaissance de ce nouveau plan gouvernemental. Et afin de voir votre niveau un petit peu de connaissance. Donc, les objectifs de ce webinaire, on va essayer de comprendre les 18 mesures du gouvernement, identifier ce que chaque mesure implique en pratique, savoir qui pilote quoi et quand ça va arriver, et répartir avec une feuille de route claire. Pour information, vous avez 2 documents qui sont déjà possibles à télécharger. Bien évidemment, notre présentation, mais on vous a aussi préparé un petit doc synthèse, ouais, on est adorable, on sait, afin de vous aider justement à mieux comprendre ces décrets ces annonces, je veux dire, et justement pouvoir se préparer par rapport au calendrier qu'ils ont annoncé. Pour poser vos questions, vous avez un onglet dédié. En bas à droite, vous avez un petit icône questions à côté du chat, juste à gauche du chat. Et c'est là que vous pourrez poser vos questions. C'est important, pourquoi? Parce que si on ne peut pas répondre à toutes vos questions en live, on fera justement une petite fac qu'on vous enverra par rapport à la question dédiée. Voilà. J'ai rien oublié, Michel? Non, non, mais c'est parfait. Alors, en fait, l'idée, c'est d'avoir, parce que Nathalie, merci, parce que tu as fait un travail énorme d'analyse de ce texte. Et puis, c'était trop compliqué de tout reprendre dans une présentation. Un logiciel de présentation que vous avez sous les yeux, c'est pour soutenir le discours oral, pour dire voilà de quoi on est en train de parler. Mais il y a tellement, le document est tellement dense que j'ai préféré faire un document à part qui est téléchargeable, que vous pouvez échanger, vous pouvez le faire circuler. Voilà, il est logoisé CFS plus Calester, etc. Et donc, ça répond, ce document est très dense et il répond point par point à un certain nombre de questions que l'on peut se poser. Très bien. Bon, on va commencer gentiment, Michel. Oui. Alors, merci d'abord parce que vous êtes pour l'instant 175 à être connectés. Voilà. Bon, on a plus de 400 inscrits en moins de 24 heures. C'est quand même plutôt pas mal. Je pense que le plan est tellement impactant que tout professionnel de la formation est obligé de se tenir au courant. Voilà. Et Alors, puis, histoire d'avoir aussi peut-être l'idée un petit peu libre avant de partir en vacances en août, de voilà. savoir ce qui va nous attendre à la rentrée aussi. Alors, est-ce qu'on n'en rajoute pas un petit peu en faisant notre promotion, en disant séisme dans la formation professionnelle? Ça ressemble à ça quand même parce que, bon, la base quand même de ça, c'est 2 décrets. C'est le premier décret qui est le décret 2025-500 du 6 juin 2025, consacré à la certification professionnelle. La nouveauté dans ce décret, c'est que les signataires sont en particulier le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces 2 ministères, jusqu'à présent, n'habilitaient personne pour préparer leur diplôme. Bien, à partir du moment où ils sont signataires du décret 2025-500,
il rentre dans le droit commun. Je remercie Fouzi Fethi, que je salue, sur la publication qu'il a faite hier, où il explique ça. Les ministères éducation nationale et enseignement supérieur et recherche rentrent dans le droit commun et sont obligés, comme les autres certificateurs, d'habiliter les organismes de formation qui vont préparer leur diplôme. Parce que jusqu'à présent, le fait que ces ministères n'accréditent personne était une trappe à fraude. C'est-à-dire que moi, j'y connais rien au métier de boucher, et puis je dis, tiens, je vais préparer le CAP de boucher. Bon. Eh ben, ma formation de préparation au CAP de boucher devient éligible au CPF, alors je fais financer ma formation par le CPF, même si ma formation, c'est n'importe quoi. Et c'est ça la trappe à fraude. Et c'est pour ça qu'on en arrive aujourd'hui à Exactement. cette réglementation qui va Exactement. arriver. Exactement. Les fraudes ont été déjà bien identifiées en amont. Voilà. Je sais que ce que beaucoup de professionnels me diront, il était temps. Voilà. Et c'est exactement. Et c'est une trappe à fraude qui se referme. Voilà. Voilà. Et donc là, eh ben, c'est terminé ça. Et puis l'autre chose, c'est que le ministère du Travail, lui, accrédite. Hein, donc, il y a déjà. Et puis, le ministère de l'Éducation nationale a quand même quelque chose qui est déjà en place avec les rectorats, c'est d'accréditer les CFA. Donc, a priori, ça ne devrait pas être très compliqué de trouver un système d'habilitation des organismes de formation qui font de la formation initiale, de la formation continue ou de la VAE. Hein, parce que c'est ce qui… Alors, le deuxième décret dont je parlais, le premier, c'est le 2025-500, consacré à la certification professionnelle. Le deuxième, c'est le 2025-594, qui est consacré à la lutte contre la fraude sur les financements publics. Voilà. Il y a plusieurs décrets, de toute façon, enfin plusieurs qui sont liés, hein, mais tout est lié dans ce plan justement de lutte contre la fraude, le décret du 6 juin, le décret sur la fraude justement aux aides publiques. Il va y avoir des tas de choses qui vont arriver dans les prochains mois. Donc là, l'indicateur 24 de Calliope, hein, on fait attention, il va falloir faire beaucoup, beaucoup de veille. On va commencer gentiment. Donc voilà, on vous a mis hein, les différents acteurs, comme Michel l'a dit, ministère du Travail, ministère de l'Éducation nationale et le MESRI, qui sont maintenant obligés aussi de travailler sur cette dimension d'habilitation. Donc, eux aussi sont surchargés, il n'y a pas que nous. C'est quelque chose qui change totalement leur dimension, enfin leur approche. Donc, c'est en train de travailler sévère du côté de ces ministères. Parce qu'il y a des choses qui vont être rapidement mises en œuvre, qui ont été précisées justement dans le décret 2025-500. Et bah, justement, ce plan d'annonce confirme que ça va en fait très très vite se mettre en œuvre. Bien évidemment, les autres acteurs impliqués, c'est France Compétences, la CDC, les services de contrôle, les régions, la DGEFP. Donc, c'est vraiment l'ensemble des acteurs institutionnels hein, qui sont concernés par cette mesure, cette annonce de plan gouvernemental de lutte contre la fraude en formation professionnelle. Les termes sont bien choisis. Voilà, lutte contre la fraude. On parle de qualité, mais on parle surtout de lutte contre la fraude. Et ce n'est pas pour rien, hélas. On remerciera tous les mauvais acteurs qui font qu'on en est arrivé là. Hein. Merci à eux. Parce qu'aujourd'hui, si l'environnement se complexifie, c'est à cause d'eux. Donc, on va commencer gentiment en abordant un à un les 4 axes. Alors, le premier axe, je t'interromps 2 secondes, Nathalie, juste pour dire que là, vous avez dans la présentation sous les yeux, l'axe 1, c'est renforcer la qualité des formations. Il y a 4 items dans cet axe. Pour avoir le détail, c'est sur le document d'accompagnement, les pages 1 à 5. Voilà. Donc, vous pouvez, puisque les 2 documents sont téléchargeables, vous les téléchargez et puis on va vous expliquer des choses qui se trouvent dans le document d'accompagnement. Je vois déjà des questions qui arrivent. On présente un petit peu et ensuite on va répondre aux questions au fur et à mesure de l'eau quand on peut. Voilà. Parce qu'il y aura des questions, on n'aura pas tout de suite les réponses, comme je vous dis, c'est au niveau législatif que ça va passer. Mais d'autres, on pourra vous répondre. Voilà, on fait une sorte de guide de lecture ce matin. Premier guide de lecture. Allez, je te laisse la parole, Nathalie. Alors, le premier axe, on parle de renforcer la qualité des formations. Donc,
le premier point, c'est renforcer les obligations des organismes préparant à des certifications professionnelles. Donc là, on parle bien des RNCP. Et garantissant que la formation, grâce à des ressources pédagogiques adaptées, prépare à l'ensemble du référentiel et des compétences. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que souvent, certains s'arrangeaient et sur un bloc de compétences, formaient plus sur un focus ou sur un autre. C'est fini. Là, il va falloir vraiment présenter des éléments concrets, comme quoi la formation est bien en adéquation avec l'ensemble des compétences du référentiel. On aura certainement des précisions par les ministères, par France Compétences et le ministère du Travail. Ça risque d'aller assez vite parce qu'on voit bien que la date de mise en œuvre est au 2e semestre 2025. À savoir que France Compétences a déjà annoncé une série de webinaires sur les thématiques aussi bien du décret 2025-500 que ce plan qui les concerne aussi directement. Les contrôles seront effectués par France Compétences. Il y aura aussi pas mal de choses sur l'insertion professionnelle, taux de présentation à l'examen, réussite. C'est des choses qui vont être de plus en plus détaillées. Donc, on pense à certains organismes de formation qui sont justement sur le BTS, qui ont des taux catastrophiques. J'ai déjà en tête toute une liste d'écoles qui sont plus, pour moi, plus que borderline. Et quand on présente un taux de réussite à un BTS qui avoisine les 10%, je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions à se poser. Donc, on va voir comment ça va se passer officiellement sur cette obligation de renforcement des obligations. Je pense que ça passera un petit peu par les nouveaux indicateurs de Calliope qui sont annoncés. Michel, je te laisse continuer la suite, justement, pour les CAP et les BTS. Alors non, déjà, pendant que Nathalie parle, moi j'ai ouvert, je vous conseille de le faire aussi, le document donc complémentaire, qui est en fait un document traitement de texte. Et il y a 4 points donc dans cet axe 1, et on vous parle d'abord du premier point qui est formé à 100% du référentiel. C'est exactement ce que Nathalie vient d'expliquer très bien. Mise en œuvre, 2e trimestre 202, il manque le 5, évidemment. Bon, voilà. Quelque chose d'important dans ce que vient de dire Nathalie, c'est le rôle de France Compétences dans cette affaire. On va en reparler dans les axes suivants. Vous avez un nouveau contrôleur Calliope qui entre dans la danse, qui n'était pas là jusqu'à présent, qui s'appelle France Compétences. Le décret 2025-500 dit vous devez, quand vous faites un dépôt de demande d'enregistrement au RNCP ou au RS, montrer la réalité de l'existence des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement. Bien. Quand vous lisez ça, vous ouvrez votre guide de lecture neuf de la DGESP sur le référentiel Calliope et vous apercevez que ça, c'est le titre intégral du critère 4 de Calliope. Ressources, moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement. Donc, ça veut dire que quand on dépose des dossiers qu'il faut justifier de ça, France Compétences va avoir un œil sur tout le critère 4 de Calliope. Et puis, elle va avoir un œil aussi sur l'indicateur 7 de Calliope, qui consiste à démontrer que la formation délivrée est en adéquation avec la certification visée. Donc, on a un nouveau contrôleur qui arrive dans la danse, qui s'appelle France Compétences. Lequel France Compétences, toujours avec ce décret, a la possibilité de faire des contrôles sur site. Bien. Faire des contrôles sur site chez le certificateur et chez ces organismes habilités. Voilà, je ferme la parenthèse. C'est pour expliquer aussi le formé à 100% du référentiel, le point 1. Et puis, on va passer au point 2, habilitation, CAP ou BTS. Chère Nathalie, je te laisse continuer. Alors, ça, c'est déjà quelque chose justement qui est très important dans la régulation. Mettre en place une habilitation pour former sur les diplômes du CAP au BTS. Alors là, il parle de mise en œuvre en 2e semestre 2026. Cependant, notons bien que le décret 2025-500 qui est paru le 6 juin précise bien qu'au 1er octobre 2025, il y aura une habilitation exigée pour tous les OF ou CFA ou autres qui présentent une certification professionnelle. Donc, je pense que la réelle mise en œuvre sera le réel contrôle 2e semestre 2026, mais que dès cet automne, on va avoir, par le biais du ministère de l'Enseignement national, de l'Éducation nationale et du MESRI,
ces procédures d'habilitation qui vont sortir. Ce qu'elles vont contenir, je ne peux pas vous le dire. Je ne suis pas dans le secret des lieux, mais ça sera obligatoire. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, avec un organisme, un CFA, qui propose des parcours sur des CAP ou des BTS qui ne possèdent pas ces habilitations, d'ici quelques mois, peut-être que les OPCO refuseront tous les contrats. Donc, ce qui a déjà été fait a été fait, ce qui a été signé, mais on va arriver vraiment vers des démarches de plus en plus complexes où vous ne pourrez plus vous positionner en tant qu'organisme de formation sans avoir d'habilitation sur ces titres spécifiques à l'éducation nationale. Pourquoi? Parce que justement, ce qu'on me parlait avec Michel, c'est là où on a eu énormément de dérives. Désolé pour les bons acteurs, mais là, le gouvernement, concrètement, ils n'ont pas le choix. On en a vu des dérives et systématiquement, c'est sur ces diplômes-là, en particulier sur les BTS, hélas, d'où ce contrôle, ces habilitations et aussi les autres points qui découlent justement de ce fameux plan. Je te laisse continuer, Michel. Alors, oui, l'objectif professionnel des formations. Je voulais voir s'il y avait déjà quelques questions. On a pas mal de questions, on peut peut-être Oui, faire voilà. Peut-être répondre à deux questions. Alors, je vais répondre à la question de Estelle, la première qui est tout en bas. L'enseignement supérieur est visé. À quoi devons-nous nous attendre concernant les universités? Est-il envisageable une obligation de certification pour les universités? Si on parle de Calliope, oui. Ça va être obligatoire. Oui, il va y avoir une masse, mais quand on lit bien aussi bien le plan d'annonce que le décret 2025-500, on parle bien de l'obligation de passer Calliope, même pour les certifications en initiale ou les certifications qui ne bénéficient pas de fonds publics. Donc là, c'est tout ce qui est RNCP, en fait. Tout ce qui mène à un diplôme certifiant devra être Calliopisé. Alors, oui. Un petit mot sur les universités. Je vais proposer à l'organisme des universités qui regroupe toutes les entités formation continue à l'université de faire un webinaire sur le sujet. Calliope ne sera pas forcément nécessaire pour les universités qui font de l'enseignement. C'est-à-dire que moi, je suis l'UER de langue, j'apprends l'anglais, etc. Mais ça va être obligatoire pour les départements formation continue des universités, lesquels départements de la formation continue vont, nous on accompagne déjà une université en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département formation continue de cette université, et on a déjà déposé trois diplômes universitaires qui sont devenus des RS. Et donc, voilà, donc il y a un mouvement des départements formation continue des universités pour transformer leur diplôme universitaire en RNCP ou en RS, et ça va continuer. Donc, ce sont les départements des formation continue des universités vont bien être obligés d'être calliopisés si ce n'est pas déjà le cas. Très bien. Ensuite, deuxième question. Alors là, David, on est sur de l'actualité, on sort un peu du cadre de ce live. Je dirige un réseau de bilan de compétences, le journal Le Point et même les Échos, pour tout vous dire, puisque je fais très bien ma veille et justement, ça va faire le cadre d'un poste de ce jour. Annonce des restrictions financières pour le bilan de compétences via le CPF. Nombre d'heures, montant maximum, avez-vous un retour? Comme je vous l'ai dit, on n'est pas dans le secret des lieux, on a des bribes, on a des infos peut-être en priorité, mais oui, ils s'attaquent à ce sujet-là. Comment ils vont le faire? Je ne sais pas. Dès que j'aurai plus d'informations, je communiquerai sur LinkedIn par rapport à ça. Mais effectivement, là, on voit aussi une volonté de limiter les fonds sur les prestations qui sont le plus, entre guillemets, CPFables. Même pour le permis de conduire, ils parlent de de mettre en place des plafonds. Donc, affaire à suivre. Ça sort un peu du cadre. Mais oui, j'ai bien vu l'information, David.
Alors, pour répondre rapidement aux diverses questions, parce qu'on ne peut pas répondre à tout, pour le RS et le RNCP, il y a un rapprochement. Là, Maria, vous parlez, là, je vous invite à vous inscrire sur les Elite Classroom que l'on va faire sur les sujets que l'on traite. Les Elite Classroom, c'est le nom que nous avons donné à nos masterclass. Voilà. On va faire des masterclass sur tous ces sujets-là, donc inscrivez-vous. Et on les fera tous les deux, on sera ensemble. Voilà, et on sera tous les deux et on analysera de façon très détaillée beaucoup de questions que vous posez là. À qui s'adresser pour être habilité à former CAP ou BTS, on n'en sait rien encore, mais ce sera évidemment, bien évidemment, il y a des services, voilà, le rectorat. Mais ce sera bien évidemment le rectorat, puisque aujourd'hui, quand vous êtes CFA, vous êtes obligé d'avoir une accréditation du rectorat. Donc, et puis, le ministère du Travail, pour préparer un titre professionnel du ministère du Travail, vous devez vous adresser au rectorat du ministère du Travail qui s'appelle l'ADRETS. Voilà. La représentation régionale du ministère. Bon, la représentation régionale du ministère de l'Éducation nationale s'appelle le rectorat. Et puis, pour le ministère du Travail, s'appelle l'ADRETS ou l'ADRIETS en Île-de-France. Voilà. Une école technique qui propose un BTS doit détenir Calliope alors qu'elle ne bénéficie pas de financement public. Vous allez avoir la réponse, Ludovic, dans quelques instants avec les diapos qui vont suivre parce que c'est un sujet de ce plan Vigie-Format Pirate. Voilà. Je dis Vigie-Format Pirate parce que ça va plus vite. Alors, une école technique privée qui propose un BTS bénéficie d'une validation par le rectorat considérée comme accréditée. Pour moi, la réponse est oui, mais moi, je ne suis pas le rectorat, je ne suis pas le ministère de l'Éducation nationale. Donc, il n'y a que le ministère de l'Éducation nationale qui peut répondre. Et j'essaye de convaincre le ministère de l'Éducation nationale de faire un webinaire avec nous consacré à tout ça. Parce que, voilà, même s'ils sont en travail, voilà ce sur quoi on travaille. Alors, c'est un sujet, je sais, qui cause beaucoup de crispation et beaucoup de questions, justement, ces habilitations sur les CAP et les BTS. On ne sait pas encore comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont réserver les habilitations au Greta, au lycée professionnel, à des éléments comme ça? Quels sont les critères qu'ils vont mettre en avant pour sélectionner les organismes? Je pense que, sincèrement, ils ne pourront pas se passer des acteurs privés par rapport à la masse d'étudiants qu'il y a. Mais oui, il faut s'attendre à un dossier assez costaud. Le but, c'est de faire du nettoyage. Les organismes voilà, qui ont déjà formé sur les CAP, BTS et qui ont des taux de réussite catastrophiques, à mon avis, votre demande d'habilitation, ça va être un peu compliqué. Voilà. Et puis, encore une fois, le ministère de l'Éducation nationale et l'enseignement supérieur et la recherche rentrent dans le droit commun. Donc, du point de vue ce sont des certificateurs comme les autres, donc ils ont les mêmes obligations que les autres, donc ils doivent contrôler effectivement leur réseau de partenaires. Bien. Alors évidemment, le décret 2025-500 dit qu'il ne doit pas y avoir de diffusion d'informations trompeuses. Il dit qu'il faut démontrer la réalité de ces moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement. Il dit qu'il faut respecter le nombre d'heures qui est fixé. Il dit qu'il faut bien communiquer sur la certification et pas sur autre chose. Donc Valérie, les OF pourront-ils ne former qu'un bloc de compétences si en adéquation avec le référentiel du bloc? Vous voyez ça avec vos certificateurs. Vous faites partie d'un réseau de partenaires habilités par le certificateur. C'est le certificateur qui va vous donner la réponse. Voilà. Votre certificateur va être obligé de cadrer, si ce n'est pas déjà fait, beaucoup plus précisément les partenariats. Exactement. En compétences, déjà, maintenant, il va y avoir des éléments qu'ils ne demandaient pas avant, mais avec le décret 2025-500, on va être obligé de communiquer dessus, notamment le côté financier. Absolument. Et surtout, comment les partenaires, comment les certificateurs contrôlent leurs partenaires. Donc, vous pouvez être habilité sur un seul bloc de compétences, mais du moment que c'est bien précisé dans la convention de partenariat, que vous répondez en tant que partenaire à un cahier des charges précis qui est totalement logique. Donc, ce sont des éléments comme ça, mais là, le gros travail, ça va être les certificateurs. Et les certificateurs qui ne contrôlent pas leurs partenaires, qui laissent ça un petit peu dans tous les sens, c'est assez dangereux pour le renouvellement de leur certification, concrètement. J'en profite pour faire un petit message aux certificateurs, c'est que CFS Plus a une tour de contrôle qui va être mise à leur disposition, qui s'appelle mescertif.fr.
parce que si tout le monde est là et montre ses formations avec un lien vers la proposition de formation continue, un lien vers la proposition de formation initiale, un lien vers la formation en apprentissage, un lien vers… Vous avez 6 voies d'accès. Sur mescertifs.fr, vous avez 6 boutons. Vous actionnez les boutons qui vous conviennent. Et à partir du moment où on a le lien vers votre présentation, quand il y a une modification de la page, on va pouvoir prévenir le certificateur. Bon, voilà, c'est un petit coup de flash sur mescertifs.fr, mais quand on a 3 partenaires, c'est facile de les contrôler, mais quand on en a 1000 ou 1500, comme j'ai vu pour un titre, moi, le maximum que j'ai vu, c'est 1567 organismes habilités par le ministère du Travail sur une certification. Comment je les contrôle, les 1567? Comment je contrôle qu'ils ne font pas de la diffusion d'informations trompeuses? Et Voilà. Dieu Et sait donc, si on en a vu des bêtises au cours de ces dernières années, justement, sur des certificateurs qui contrôlaient mal leurs partenaires. absolument, Et, absolument. et ça a eu des conséquences. France Compétences, maintenant, n'oubliez pas qu'avec le décret 2025-500, France Compétences peut tout de suite refuser votre dossier par rapport à des communications qu'ils ont vues. Hein. Vous ne passez même pas en instruction. La Alors, communication est trompeuse. Au revoir, monsieur, madame. et ça, c'est très important ce que dit Nathalie, c'est-à-dire que le 2025-500 dit qu'à partir du 1er octobre 2025, la première chose que l'on fait chez France Compétences quand on reçoit un dossier, c'est est-ce qu'il n'y a pas dedans des informations trompeuses? Moi, j'en ai détecté une il y a 3 jours sur un client, enfin, qu'on s'apprêtait à déposer un dossier. Et puis, je vais sur le site annuaire des entreprises.gouv.fr, enfin, annuaire des entreprises.data.gouv.fr. Vous mettez le numéro de SIRET ou Sirène ou le nom, et puis là, vous avez la fiche de l'entreprise. Et puis, si c'est organisme de formation, c'est écrit organisme de formation, Calliope ou certifié Calliope ou pas, et vous pouvez cliquer sur organisme de formation. Et à ce moment-là, vous arrivez sur tout ce qui concerne le numéro de déclaration d'activité. Et vous avez les informations sur le dernier bilan pédagogique et financier déposé. Or là, moi, j'ai dit aux clients, on dépose si vous voulez, mais je vous dis que le dossier sera revenu rejeté et qu'il ne sera même pas regardé par France Compétences. Parce que vous déclarez avoir formé je ne sais pas combien de personnes, et dans votre bilan pédagogique et financier, ça ne correspond pas du tout au nombre de personnes que vous déclarez. Donc là, moi, je suis instructeur France Compétences, je regarde s'il n'y a pas des informations trompeuses dans votre dossier et vous me déclarez avoir formé tant et tant de personnes avec des lettres de témoignage qui pour moi sont des faux, puisque dans votre bilan pédagogique et financier, vous me dites complètement l'inverse de ce que vous me racontez. Vous avez très peu de personnes formées dans votre bilan pédagogique et financier. Donc, à partir du 1er janvier 2025, ce genre de plan, c'est terminé. On ne va même pas regarder le 1er dossier. octobre 2025. Le 1er octobre 2025, France Compétences ne regardera même pas le dossier. C'est rejeté. Voilà. On va continuer parce que c'est vrai qu'on a, on continue. Oui, on a quand même, là, on n'est qu'au début du oui, pardon. PowerPoint, on n'a pas fini. Voilà, Alors, voilà. ensuite, dans les 4 points, on n'avait pas fini l'axe 1, Michel. Oui, pardon. Hop là, je me remets dessus. On est toujours sur l'axe 1, voilà. Alors, réaffirmer l'objectif professionnel des formations et lutter contre les actions pouvant contribuer au phénomène d'emprise et d'entrisme. Là, en fait, on va dire que c'est assez ciblé. D'ailleurs, vous le voyez bien dans le document du plan gouvernemental. C'est surtout pour des accès déguisés à des professions réglementées, comme on a pu voir. Il y a eu certaines dérives, pharmaciens, psychologues. Voilà, c'est encore de la transparence par rapport à l'offre de formation qu'on propose et surtout, qu'on ne raconte pas de bêtises. Ça va être clarifier l'objectif professionnel réel de chaque formation, s'interdire toute formulation ambiguë, floue ou trompeuse. Voilà, thérapeute holistique, coach santé, ce genre de titres, on oublie. Hein. Et adapter les intitulés référentiels internes et modalités d'évaluation pour éviter toute confusion. Là, c'est de la transparence. Pareil, ça va être mis en œuvre très, très rapidement. Ensuite, je fais un dernier focus sur ce point-là. Ensuite, Michel, je te laisse prendre la main sur l'axe 2. Très important, des nouvelles missions au CFA. Ça, c'est directement lié à la triste actualité qu'on a pu voir ces derniers mois. On a vu des jeunes, qui sont décédés sur leur lieu de stage, leur lieu de travail où ils faisaient leur apprentissage. Donc,
Bah, la première, bien sûr, c'est une des priorités du gouvernement, parce qu'en France, on n'est pas des très bons élèves sur ce point-là. Mais en donnant cette nouvelle mission au CFA, c'est aussi sensibiliser les élèves aux risques qu'ils peuvent trouver sur leur lieu de travail. Donc, les accidents du travail, comment on va devoir justifier ça? Bah, je pense que pareil, hein, sur les différentes missions des CFA, cette mission-là se rajoute et qu'il faudra prouver des éléments, comment on a averti nos étudiants, nos apprentis, nos alternants de cette dimension-là. Donc, des cours, des interventions, on aura certainement plus de précision, mais le pourquoi est là. C'est parce qu'il y a eu beaucoup trop d'accidents sur, les lieux de travail. Ensuite, bah, voilà, hein, l'illettrisme, c'est aussi un fait. Bah, justement, beaucoup de CFA borderline ont recruté des jeunes venant de l'étranger, qui avaient des difficultés en français. Ils ne se sont pas donné la peine de pallier à ces manques. Donc maintenant, justement, ça va être une des nouvelles missions des CFA. Si vous avez des étudiants qui maîtrisent mal encore la langue française, ça sera votre rôle de pallier à ce manquement et de leur proposer des cours de français adaptés pour qu'ils puissent réellement s'intégrer sur le monde de du marché professionnel. C'est simple tout. Donc, pareil, on aura certainement des précisions avec le temps, mais ça, pour moi, c'est une mesure qui me paraît, enfin, c'est un point qui est indispensable, que ce soit la sécurité au travail ou l'illettrisme. En tant que CFA, c'est des missions qui vous incombent et ça me paraît très bien que ça y ait été rajouté. Alors, petite précision sur le document, je parle de OFA et pas d'OF. Ça, c'est le webinaire que j'ai fait avec la DGEFP il y a quelques semaines et avec Sabrina Dougados, notre avocate. Et Sabrina Dougados exprime ce terme de OFA que je trouve très pertinent. C'est organisme de formation et d'apprentissage. Et ça montre un CFA, oui, il est centre de formation pour apprentis, mais il est organisme de formation aussi. Donc, quand on est OFA, c'est-à-dire que ça concerne à la fois les organismes de formation et les CFA. Les deux sont concernés. C'est-à-dire quand on dit OF, moi, comme CFA, je dois me sentir concerné. Donc, c'est bien de mettre OFA, organisme de formation et Ouais. d'apprentissage. Ça réunit les deux. Voilà. Alors, pensons, voilà, pour ceux qui ont des questions, parce que je vois encore des questions dans le chat, mettez-les dans l'onglet dédié aux questions SVP. Oui, voilà. Voilà, sinon on va s'y perdre et on ne pourra pas tout répondre. Voilà, on peut pas suivre le webinaire, le chat Le déroulé. parce que vous pouvez discuter entre vous, puis quelqu'un peut répondre à une question, à une question. Vous pouvez vous poser des questions, puis d'autres répondent. Hein. Alors là, j'ai une question de Nawel. Bah voilà, comme on disait, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Comment seraient financés les cours supplémentaires pour lutter contre l'illettrisme dans le NP1C ou le financement complémentaire? Malheureusement, Nawel, je ne suis pas dans le secret des dieux. On est là dans un but de décryptage et ça, ce sont vraiment des informations que seules les autorités pourront communiquer pour le moment. Mais oui, on peut s'attendre à se poser des questions. Comment ont-ils envisagé ce coût supplémentaire pour les CFA? Voilà, donc à voir. Vraiment à voir parce que ce sont, je sais justement, bah, les synthèses des questions seront aussi envoyées au ministère hein, pour information, pour leur dire justement bah, les questions que les professionnels se posent. C'est aussi le but de ce webinaire, hein, c'est de pouvoir ensuite faire un petit coucou aux autorités compétentes et leur dire voilà les questions que se posent les pros de la formation. Vous nous annoncez des tas de choses, mais nous derrière, comment on va mettre en œuvre tout ça? Oui, absolument. Et donc, Et c'est pour nous, ça qu'on vous demande vraiment de mettre vos questions dans l'onglet dédié, de façon à ce que nous, derrière, on puisse vous y répondre et aussi transmettre ces questions de manière anonyme, rassurez-vous, aux autorités compétentes pour qu'ils puissent derrière avoir de la réflexion et comprendre peut-être, ah voilà, on sait très bien quand c'est la réalité du terrain n'est pas forcément dans leur quotidien. Donc, avoir vraiment cette vision des pros. Allez, on continue sur l'axe 2, Michel. Alors, on continue sur l'axe 2. Voilà, donc sur l'axe 2, mieux informer et protéger les jeunes et les actifs. Donc, le premier point, c'est fin des pratiques commerciales abusives. Hein. Donc, on vient d'en parler. Hein. Il y a une logique dans tout ça. Hein. Fin des Alors, il y a pratiques. quelque chose de particulier, c'est les frais de réservation pour leur redonner la capacité de choisir leur avenir. C'est quand même très important cette notion de frais de réservation parce que normalement, un apprenti n'a aucun frais à sortir. Et là, on pense à pas mal de CFA qui déguisent ces frais en disant bah, on réserve une place pour l'alternance.
on vous réserve, on vous donne accès à notre liste d'offres d'emploi d'entreprise, alors que ce sont des offres d'emploi qui ont été simplement scrollées et scrapées sur le net. Je pense qu'il va y avoir vraiment quelque chose qui va être mis en œuvre. Ça, c'est vraiment une des priorités de différents ministères. Comment ça va être fait? Mystère et boule de gomme. Voilà. Ça serait voilà, premier semestre 2026, donc il faut s'attendre dès janvier, février à avoir des nouvelles, mais ils ont vraiment en cible, hein, c'est pratique, qui laisse à discuter sur des frais de réservation. Là, je parlais de l'apprentissage, mais aussi dans certaines écoles en initiale où il y a des frais de réservation qui sont assez abusifs et passer une certaine date, haute, l'étudiant, enfin certaines pratiques qu'on a pu voir, l'étudiant est lésé. Donc tout ça, ils sont au courant de toutes les dérives, hein, même moi j'en ai pu voir. Oui, Voilà, et mais c'est vraiment le but, c'est de réguler, voilà. réguler et empêcher les étudiants de se retrouver endettés à faire des formations qu'ils n'ont pas choisies. J'ai encore le cas en tête, hein, je choisis un cursus, je paye mes droits d'inscription en entrée. Arrivé, on me dit que la première année, je la fais, voilà, et que la deuxième année, bah là, on rentrera vraiment dans le concret de la formation que j'ai choisie. Et oh, surprise, deuxième année, bah, on n'a pas assez d'inscrits, donc on vous met sur cette filière-là. Ça, non. Ça, c'est Exactement, inadmissible. Ceux exactement. qui le font, franchement, pas bien. C'est tout ce que je Et dirais, mais j'en pense beaucoup plus. Et ça, j'ai eu dernièrement sous les yeux un contrat d'une grosse école, hein, bah, qui piège ses étudiants comme ça. Et l'étudiant, justement, s'est retrouvé piégé. La première année, on lui avait dit que c'était une année, justement, un petit peu de mise à niveau, de plein de choses, et que la deuxième année, il serait sur le cursus qu'il aurait choisi. Oh, surprise! Deuxième année, le cursus n'est pas ouvert, tu vas sur un autre. Bah non, ça c'est inadmissible pour moi et c'est des pratiques qu'on retrouve régulièrement. Donc voilà ce que ça veut dire concrètement. alors, En Oui, pardon, vas-y. alors, juste pour pas te couper la parole, mais te permettre de te reposer un peu. Juste, quand vous avez ce plan Vigie Format Pirate, la lutte contre la fraude dans formation professionnelle, ayez avec vous les deux décrets 2025-500 et puis 2025-594. Parce que dans le 2025-594, qui est lutte contre la fraude sur les financements publics, vous allez voir l'intervention de Tracfin, l'intervention de ceci, l'intervention de cela. Donc, vous allez voir que là, avec ce plan Vigie Format Pirate, eh ben, vous êtes là, c'est un focus sur la fraude dans la formation professionnelle. Vous alliez tout ça, vous avez intérêt à resserrer les boulons sérieusement. Et dans le 2025-500, et je termine là-dessus, vous avez un endroit où on vous dit respect du nombre d'heures fixées. Et moi, j'ai le cas d'une certification professionnelle, le nombre d'heures fixé est de 700 heures, et puis la personne qui est dans le centre de formation s'aperçoit qu'elle a 528 heures. Bon. Eh bien non, voilà, terminé ça. Voilà. Et ça, c'est des conditions opaques, ça, c'est des conditions trompeuses. Voilà, Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de prof, vous allez en entreprise cet après-midi. Bah non, bah non. Donc ça aussi, je l'ai beaucoup entendu, hein, de jeunes qui m'ont rapporté, hein, parce que justement, je passe beaucoup de temps avec les jeunes pour savoir leur ressenti, pour connaître justement comment ça se passe, et on ne les écoute pas assez. Et je peux vous jurer que quand vous les écoutez, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup plus de dérives que qu'on veut le croire, et justement sur des points comme ça. Bien évidemment, des fois, les entreprises abusent en disant au CFA, oui, on a un surcroît d'activité, on a absolument besoin du jeune. Ça peut passer une fois, deux fois. Mais si c'est systémique, non. Pareil, quand vous promettez des heures de cours, bah, vous avez intérêt à trouver les intervenants derrière. Ce n'est pas en disant ah bah là, on n'a pas de prof cet après-midi. Non, non, non et non. bon, Et je ne alors, dis pas ça pour être méchante, mais c'est vraiment une réalité qu'on croise sur le terrain régulièrement. Et ça ne passe plus. bien évidemment, chère Nathalie, comme tous nos amis qui sont présents à ce webinaire, ne sont pas concernés par ça parce que ce n'est pas leur genre de faire ce que l'on est en train de décrire. Et Bien sûr. ce n'est pas vous, Et c'est pour professionnels. expliquer ce genre de mesures aussi, pour ça Voilà, on voilà, explique. voilà. Attention, ce n'est pas vous, professionnels Non, non, ce n'est pas vous, mais fiables, qui sont visés. Au contraire,
Au contraire, c'est pour mettre en valeur la qualité de ce que vous faites et dégommer ceux qui foutent un bazar pas possible dans le Et pourquoi je vous dis ça aussi, c'est dans la que profession. pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que justement, quand on fait bien son travail, on n'a pas idée du vice que certains peuvent mettre en place. C'est ça. Et c'est pour ça que je vous en parle. C'est que malheureusement, si on en arrive là, quand on est un bon acteur, on est bien, on fait bien son boulot. Et vous ne pouvez pas vous imaginer ce que certains acteurs ont mis en place. Et bah voilà, on en est là aujourd'hui. Et puis le diable se cache dans les détails, donc faites attention à tous les détails. Le moindre petite chose, le moindre petit grain de sable peut entraîner une suspicion de fraude. Hein. Et puis alors à ce moment-là, quand il y a une suspicion de fraude, vous recevez des lettres des OPCO. Bon, moi je ne dis pas que j'ai eu une suspicion de fraude, mais j'ai eu 3 lettres d'un OPCO me demandant comment j'informais les stagiaires sur formation à distance, le référent pédagogique et technique, etc. Moi, j'ai répondu à l'OPCO, c'est l'article D623-3- je ne sais plus combien du Code du travail. C'est écrit dans ma convention et c'est écrit dans les convocations aux stagiaires. Bon, moi, l'OPCO a arrêté de m'écrire. Mais c'est un détail. Bon, c'est un détail. Moi, c'est un article du Code du travail qui est super important quand on fait de la formation à distance. Bon, eh ben moi, j'ai reçu cette lettre de l'OPCO comme étant un ballon d'essai, comme un contrôle sur la qualité de ce que je fais. Moi, j'ai répondu ça. Et bon, je pense qu'ils ont dû estimer que mon contrôle qualité était suffisant. Maintenant, moi, s'ils veulent aller plus loin, je les attends. J'ai aucun problème. Maintenant, je vous invite à regarder aussi, je termine juste le webinaire que nous avons fait avec Thierry Teboul, qui est le président du GIE, Datadoc, hein, des 2OF, qui fait des contrôles mutualisés pour les OPCO. Et je termine juste là-dessus, il explique très bien, Thierry Teboul, qu'il y a des contrôles qualité qui sont faits par les financeurs. C'est l'article, je ne sais plus combien, du Code du travail. Bien. La sanction d'un contrôle qualité, c'est de déclencher un contrôle du service fait. Et le contrôle du service fait, il est fait par la DRETS, il est fait par les financeurs, il est fait par éventuellement d'autres gens, France Compétences maintenant. Bien. Mais le contrôle du service fait, lui, peut déboucher sur des sanctions administratives, dont le retrait du NDA, on va en parler, et des sanctions pénales. Voilà, donc on va aller avant, Michel, parce qu'on a beaucoup de questions quand même. Vas-y. Ouais, parce que là, on part dans tous les sens, alors qu'il faut rester focus. Alors, on continue sur l'axe 2 et ensuite, on va refaire une petite session de questions. Donc, améliorer l'information des jeunes sur les formations et les diplômes afin qu'ils apprécient mieux les caractéristiques de celles-ci. Donc là, on rejoint aussi le décret 2025-500 sur les informations délivrées. Donc, pas d'informations trompeuses. Donc là, on aura l'obligation d'utiliser uniquement les titres de certification, les données officielles, des taux d'insertion, rupture. Donc là, on va parler des dispositifs Insert Jeune et Insert Sup. À voir si à terme, ces données seront uniquement celles qu'on doit présenter. Mais là, c'est vraiment cette notion de transparence. Donc, c'est fini d'arranger pour certains acteurs, justement, d'avoir des intitulés qui sont un petit peu fantaisistes, mais qui ne sont pas l'intitulé direct de la certification. Les taux de réussite, les taux de présentation aux examens, il faut que ça soit affiché clairement sur le site. Donc, bien évidemment, c'est des éléments que France Compétences va vérifier sur les dossiers, que d'autres ministères vont vérifier. Mais là, on est vraiment sur cette notion de transparence et d'information. Donc, on aura certainement, pareil, des directives au deuxième semestre 2026 sur ce qu'on pourra faire ou ne pas faire. Je pense notamment aux intitulés master et bachelor. Je pense que ça sera à ce moment-là qu'on aura beaucoup plus d'éléments clés. Ensuite, là, c'est intéressant, développer et mieux communiquer sur les dispositifs de signalement des dysfonctionnements. Un système centralisé de signalement permettra aux jeunes de remonter de manière simplifiée leurs alertes sur les conditions de leur formation. Donc là, c'est quand même quelque chose qui est assez parlant. Donc, il va y avoir un outil qui va permettre aux jeunes de signaler. Comment il va se déployer? Bonne question. Comment ils vont communiquer dessus? Parce que c'est bien d'avoir un outil, mais il faut communiquer, réussir à toucher les jeunes. Donc, ça sera certainement, je pense, en partie une part de notre responsabilité, acteurs de la formation qui forment des jeunes, de leur dire s'il y a un problème, hop,
Voilà, ça sera à cet endroit-là qu'il faudra signaler. Donc à voir, ça risque c'est très intéressant parce que, bah, ils ont compris que justement, c'est les jeunes qui avaient l'information et que bien souvent, on ne les écoute pas et que là, justement, les jeunes auront la parole. Donc à voir comment ça va se déployer. Oui, et puis qu'ils puissent s'adresser à quelqu'un d'extérieur et Leur CFA. pas seulement leur CFA ou leur grande école ou je ne sais quoi, ou organisme de formation tout simplement, qui ne respectent pas les règles, hein. Et donc effectivement, il faut qu'ils puissent s'adresser à l'extérieur et trouver une écoute attentive et puis avoir les remboursements qui conviennent, avoir voilà, des sanctions, hein. Je vous rappelle que c'est le système aussi de réclamation qui vous est réclamé dans Calliope. C'est pas réclamé dans le Calliope, c'est dans le Code du commerce et de la consommation, l'obligation d'avoir un système de réclamation. Voilà. On va passer à l'axe 3. Michel, je te laisse continuer. Alors, sur l'axe 3, garantir la qualité des processus des organismes de formation. Donc, le premier point, c'est nouveaux indicateurs pour les formations en apprentissage, mesurer la qualité réelle de la formation, pédagogie, accompagnement, insertion, sécurité, taux de rupture. Ben, voilà, mise à jour des systèmes qualité, obligation de collecter fiabilité et transmettre les données attendues, lien renforcé entre indicateurs pédagogiques et financement. Je vais te laisser développer peut-être ces points. Nathalie? Voilà, alors déjà d'une, quand on nous parle de nouveaux indicateurs Calliope, c'est bien évidemment un décret modificatif qui va être attendu. C'est ça. Là, on nous parle de nouveaux décrets. Donc, ils ont Alors, parlé de cette mise en œuvre assez rapidement. Donc là, on va surveiller, on va faire de la veille. Mais ce sont vraiment des indicateurs qui sont liés à l'apprentissage. Donc, comment vont-ils le faire? La qualité de la formation, je sais que c'est un sujet justement avec beaucoup de prom, on en parle. Comment évaluer la qualité de la formation sur l'apprentissage? On va voir. Dès que j'ai des infos complémentaires, bien évidemment, LinkedIn, on organisera un petit webinaire avec Michel. Mais ça sera vraiment à surveiller. C'est positif parce que justement, c'est garantir un meilleur cadre, hein. Pour les bons acteurs, je ne pense pas que ces nouveaux indicateurs soient inatteignables. Ce sont certainement des choses qu'ils font déjà. Donc, alors, j'essaye de dédramatiser un petit peu en disant: «Oui, les nouveaux indicateurs», mais si vous faites bien votre travail, si vous avez des véritables relations avec l'entreprise, que les missions en entreprise sont bien liées au référentiel de certification et que vous n'êtes pas sur un BTS NDRC et que votre jeune est dans un kebab, vécu et vu, avec des missions qui n'ont rien à voir avec la certification. Là, vous n'avez rien à craindre, vraiment. alors C'est sur la partie contrôle pédagogique qui est un peu c'est un serpent de mer sur les réseaux sociaux, on dit ah ben oui mais Calliope c'est pas bien parce que ça évalue pas la qualité pédagogique. Moi je dis évaluer la qualité pédagogique c'est un métier, hein, et c'est un métier qui est conduit par des inspecteurs de l'éducation nationale. Or, les centres de formation pour apprentis sont avalisés par l'éducation nationale et ils sont sous le contrôle justement des inspecteurs de l'éducation nationale. Donc, la qualité pédagogique pour les CFA, elle est déjà là. C'est ça qui est important. Maintenant, on va reconsidérer ça à l'intérieur de Calliope. C'est hyper intéressant parce que ce sera plus cadré. Mais c'est pas mon évaluateur Calliope qui jugera de la qualité de la pédagogie parce que c'est pas son métier, parce qu'il n'y connaît rien. Ah, faut que l'auditeur Calliope aille au fond de la salle. Ben non. Inspecteur de l'éducation nationale, oui, parce que c'est son job. On va continuer, Michel. Alors, Renforcer les modalités des audits de qualité de Calliope en garantissant leur application harmonisée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bah, c'est une attente d'une posture d'audit plus rigoureuse, hein, des audits potentiellement plus exigeants, notamment sur les preuves de l'impact réel de la formation. Donc, on va voir justement avec ces nouveaux indicateurs. Mais c'est aussi en lien, justement, il y a beaucoup de questions là-dessus, sur l'obligation de la certification de compétences des auditeurs Calliope. Là, je sais, ça part dans tous les sens. On a énormément de questions dessus. À l'heure actuelle, sur le RS, on n'a rien. J'ai vu une question de Benoît, pam, je remonte, qui était assez pertinente, parce qu'il y a beaucoup de questions.
quelles équivalences passerelles pour la certification des auditeurs Calliope qui seraient déjà formés, compétents? IRCA, ICA, je suis tout à fait d'accord. Et c'est la même question que je me pose et que j'attends des réponses des autorités. Et qui financera cette certification de compétences s'ils ne peuvent pas avoir d'équivalence? Les auditeurs eux-mêmes, certainement. Là, je vais être un petit peu, oui, ça sera certainement un frais des auditeurs à sortir de leur poche. Est-ce que les compétences des auditeurs déjà validés IRCA ou autres seront reconnues afin qu'ils puissent exercer ces missions-là? Mais quand on regarde bien le document en détail, c'est vraiment là où on insiste beaucoup, c'est la connaissance des auditeurs Calliope de l'environnement de la formation professionnelle. Et moi, c'est là-dessus Absolument. que je tique. Alors après, j'ai eu d'autres questions. Qui va délivrer cette certification? L'État ou autre? Des certificateurs privés? Selon ce que j'ai lu et ce que j'ai compris, ça peut être des certificateurs privés totalement qui vont déposer une certification sur la démarche d'audit dans un organisme de formation, comment mettre en œuvre, enfin, on est sur du RS, c'est clair, ce n'est pas un métier, c'est complémentaire à un métier. Donc, à voir dans les prochains mois, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien, hein, quand même, sur France Compétences, enfin, dans le répertoire spécifique qui soit vraiment dédié à Calliope et à l'environnement de la formation professionnelle. Donc, je suis tout aussi curieuse que vous de savoir ce qu'ils vont attendre concrètement des auditeurs. Parce Il que y avait une certification Lafayette associée, je ne elle sais n'est pas, plus active. elle n'existe plus. C'est ça, hein? Oui, oui, elle n'est plus active. Elle n'est plus active. Bon, elle Il y avait deux, redeviendra. trois certifications comme ça, mais à l'heure Oui, actuelle, il n'y a plus voilà, rien. mais elle redeviendra peut-être active. Enfin bon, Ça salutations à dépend de nos la amis, commission de France Compétences s'ils jugent qu'il y a suffisamment de valeur d'usage. salutations à nos amis de Lafayette. Enfin, en tout cas, Bien évidemment. il y aura des propositions. Je suis certain que France Compétences va recevoir des dossiers sur ce sujet-là. Voilà. Alors, France Alors, continue, je Compétences. continue. a- Confier à France Compétences via une disposition législative un rôle d'appui du COFRAC pour mieux réguler les pratiques des organismes certificateurs. Ça, c'est un point qui est hyper important et qui est lourd de conséquences. On est d'accord, Michel, que ce Oui, n'est oui, pas oui, bien sûr, anodin. bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une Encore une mesure qui passera fois, par une loi. oui, et encore une fois, on voit bien, je vous l'ai dit au début de ce webinaire, qu'il y a un nouvel acteur qui rentre sur le champ du contrôle de la certification Calliope qui s'appelle France Compétences. Eh bien, ce point-là, France Compétences, qui vient en appui du COFRAC, confirme ça, hein. Voilà, c'est quand même une transformation assez importante, cette intervention de France Compétences auprès du COFRAC. En gros, le COFRAC va être mis sous surveillance lui aussi par France Compétences. Voilà, il va être audité lui aussi par France Compétences d'une certaine manière. Donc, on va voir comment ça va sortir au niveau législatif, mais ce n'est pas anodin. Voilà, donc pourquoi peut-être qu'ils ont jugé que le COFRAC, justement, qui n'est pas forcément une entité régulatrice à la base, avait besoin de France Compétences pour mettre justement en œuvre une vraie régulation dans les pratiques des certificateurs Calliope. Oui, et puis le COFRAC gère l'accréditation des organismes certificateurs qui font du contrôle sur le bâtiment, sur ceci, sur cela, où quand même, bon, il y a des normes, il y a des choses, et c'est régulé d'une façon, le nombre de fraudes, enfin, etc., est un peu différent sur le domaine de la formation professionnelle. Hein, en 2014, pour la création de Datadoc, on était à 33 000, je crois, organismes de formation. Le président de la République disait il y en a trop, on va mettre en place un système qualité et comme ça va les réduire. On est à plus de 140 000, 10 ans plus Depuis tard. 2017, hein, dans les rapports de la Voilà, donc Commission, c'est depuis ça. 2017, ils disent qu'il y a trop d'organismes de formation. Oui, mais déjà François Hollande le disait en 2013 quand ils ont créé Datadoc. Donc voilà, résultat pour éliminer, oui, on est passé de 33 000 à plus de 140 000 en 10 ans. Donc échec, hein, du dispositif. Donc en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le COFRAC, il est confronté à un truc comme ça qu'il n'a pas dans les autres secteurs d'activité. Donc qu'il y ait en point d'appui la tour de contrôle qui s'appelle France Compétences du système n'est pas complètement stupide. Enfin, on verra à l'usage puisque c'est un dispositif législatif. Donc,
tout ça dépend un petit peu, vous savez, la situation politique est telle qu'elle est, on est dans des incertitudes pour un certain temps, donc il n'y a pas non plus, voilà, c'est pas pour demain. Donc là, on a parlé tout à l'heure de la certification obligatoire, mais l'autre point aussi qui est important, c'est le dernier, hein, élargir le champ d'application de Calliope via une disposition législative en couvrant l'ensemble des formations, l'ensemble, hein, préparant à des certifications, y compris quand l'organisme de formation ne bénéficie pas de fonds publics. Donc là, c'est justement répondre aux questions qu'on avait tout à l'heure dans l'onglet questions. Est-ce que tous les organismes qui font du certifiant devront avoir Calliope? Bah là, la réponse, elle est là. Oui. Voilà. Voilà. À partir du moment où vous êtes sur une formation certifiante, vous êtes forcément Calliope. Organisme de formation. Ça ne veut pas dire que le certificateur, lui, est Calliope, parce qu'il y a des certificateurs qui n'ont même pas de numéro de déclaration d'activité. Donc, par définition, ils ne peuvent pas être Calliope. Les ça existe, les branches. Oui. Mais là, on parle bien de formation. Mais voilà, c'est l'organisme de formation qui, lui, doit être certifié Calliope. Oui. Que c'est indépendant du financement. Que vous fassiez financer par le CPF, par les OPCO ou par les gens eux-mêmes et il n'y a pas de prise en charge publique, vous devez être Calliope. Voilà, point. Alors, ils disent la mise en œuvre, premier semestre 2026, ils laissent quand même un petit peu de temps aux organismes pour pouvoir passer Calliope. Parce que là, oui, on va avoir une vague de donc, certificateurs Calliope, préparez-vous. Hein. Bon, je pense que certains passeront, enfin les universités ou autres passeront par, pas des certificateurs, mais par les instances, enfin, ce qui sont déjà répertoriés. Donc, oui, tout le monde aura le droit. Et il y a une petite notion aussi qui est assez importante. On parle bien de formation préparant à des certifications. Certification RNCP, RS. RNCP, RS ou bloc de compétences. Voilà, certifiant. Là, on n'est pas que sur de l'apprentissage ou que sur du RNCP. Moi, ce que je dis là et ce que je comprends, c'est que c'est tout le monde. Ouais, tout le monde. Et même si je suis un organisme de formation et je prépare un bloc de compétences, ce qui a été évoqué tout à l'heure, ce qui est tout à fait possible, eh ben, je dois être Calliope, point. Et quel que soit le financement, ce n'est pas le financement qui compte. C'est le fait que je fais de la formation certifiante, totale ou partielle. On va faire une petite session questions. Alors, il y a Nathalie qui demandait quid des établissements relevant du ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture, comme le ministère de l'Éducation nationale, tous les ministères, hein, il le précisait bien dans le décret 2025-500, doivent mettre en œuvre des procédures d'habilitation. Donc, à voir comment les ministères vont se positionner, mais ça concerne tous les ministères, cette mise en place justement d'habilitation, d'autorisation à former sur tel titre ou telle certification ou ceci. Donc, on attend de voir aussi, quand je vous dis que nous, on a du travail, mais au ministère aussi, et c'est haut avec un X, hein, c'est plusieurs ministères qui sont impactés, donc à voir. Alors, Elisabeth, quid des formateurs individuels qui facturent seuls leurs prestations vers une certification Calliope? Si vous êtes formateur individuel et que vous avez une certification Calliope, je ne vois pas plus d'impact que ça. On est d'accord, Michel, hein, ça dépend après de quel type de formation vous faites. Mais si vous êtes formateur individuel qui est simplement sur… si vous faites du certifiant, ça vous concernera aussi, certains éléments. On est, voilà. Ensuite, alors Antoine, l'obligation d'habilitation nous semble juste, mais quelle temporalité? Alors, quelle temporalité? Justement, ça va bientôt arriver. Il faut que les ministères puissent être prêts à mettre en œuvre ces habilitations. C'est aussi ça. Donc, il y a tout un cadrage, aussi bien, on va dire, le document lui-même que l'organisation en interne, la base de données à construire, comment on va surveiller les habilitations. Donc, voilà, tout est assez récent. Le décret, il date que du 6 juin, donc il n'a même pas 2 mois. Ça vient de sortir. Il faut qu'eux aussi puissent t'en adapter. Hein. Et ne croyez pas qu'ils étaient déjà au courant. Certains du ministère ont découvert les éléments en même temps que nous. C'est une réalité. Donc, on va attendre pour un petit peu de patience. Justement, les pros de la veille, comme Michel, moi et bien d'autres, hein, à qui je fais coucou, qui sont là,
on fera tout pour vous informer de ces éléments au fur et à mesure. Voilà, et c'est comme le dit très bien Fouzi, Fouzi Feti, que je salue une nouvelle fois, tout ça, c'est des décisions politiques, et avant que les décisions politiques entrent en jeu, ben, il y a des dispositions législatives. Calliope, ben, le référentiel Calliope date du 6 juin 2019. C'est pas parce qu'on est à la version 9 du guide de lecture qu'il y a 9 versions du référentiel, c'est toujours le même. Donc, si on veut changer tout ce qu'on a décrit là, ben, il faudra un nouveau référentiel Calliope. Ça passe par un décret, un nouveau décret qui annule le premier, et ce nouveau décret doit être validé par le Conseil d'État. Bon, donc voilà, c'est des dispositifs qui sont longs à mettre en place. Et puis quand on dit qu'il faut qu'il y ait une disposition législative, ben, faut passer par la voie parlementaire, les allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat, on n'est pas rendu, hein, voilà. Mais le dispositif est là, et avec le décret 2025-500, il y a déjà des choses qui sont en place. Et c'est pour ça qu'on a fait ce webinaire en urgence, parce que ce n'est pas que des projets, il y a de la réalité concrète dès maintenant. Alors, il y a des questions, on y répondra après, hein, on vous enverra parce qu'elles sont quand même assez pointues et on n'aura pas le temps dans le webinaire de pouvoir rentrer vraiment dans le détail, hein. Là, il y a une question de Yannick. Coucou Yannick. Les renouvellements de titres auprès de VFC vont-ils, par effet de levier, être impactés? Oui, avec le 2025-500, oui. Étant donné que les exigences sont beaucoup plus fortes, ils vont être fortement impactés. Donc, France Compétences s'attend à une vague de dépôt avant le 1er octobre. Et comme nous, on est en train de subir une vague de demandes pour des dépôts de dossiers avant le 1er octobre. Bon, voilà. Après, moi, je dis, ce qui est dans ce décret, moi, c'est des choses que je mettais déjà dans mes dossiers. Eh ben, nous aussi, donc voilà. C'est une question d'anticipation, hein. Avec Michel, on travaille main dans la main sur beaucoup de sujets. On sait très bien, justement, les attentes de France Compétences. Et le décret, les choses qui étaient précisées dans le décret ne nous ont pas surpris. Alors, pour certains certificateurs, oui, la marge va être haute. Mais justement, c'est pour ça que nous, on est là pour vous accompagner sur ces éléments-là. Un RS qui a été déposé il y a 1 an, oui, bah, si au moment de le renouveler, il faudra prendre en compte tout ça et l'upgrader. Voilà, parce alors, que maintenant, il va y avoir beaucoup de choses, hein. Pour illustrer ce que dit Nathalie, c'est dans le décret 2025-500, on vous parle de 3 choses qui sont hyper importantes. C'est la transition écologique, la transition numérique, santé, sécurité au travail. Tiens, santé, sécurité au travail. Coucou Nathalie, ce que tu nous as expliqué sur les CFA, les excédents du travail en CFA. Hein, quand vous faites du dépôt au RNCP, vous allez devoir prendre en considération santé, sécurité au travail. Et ça, c'est des nouveautés. Mais moi, je suis au courant de ça depuis le 23 avril 2023. Qu'est-ce qui s'est passé au 23 avril 2023? Le ministère du Travail a mis à jour son titre professionnel, formateur professionnel d'adulte. Et à ce titre professionnel, le 23 avril 2023, le ministère du Travail a rajouté un bloc de compétences RSE. Alors moi, j'ai appelé France Compétences en disant, tiens, le ministère du Travail vient de mettre à jour son titre formateur professionnel d'adulte. Est-ce que ça veut dire qu'on va mettre de la RSE partout dans nos dossiers France Compétences? France Compétences m'a répondu, oui, on vous le conseille, mais on ne peut pas faire de texte là-dessus tant qu'il n'y a pas un décret. Le décret vient d'arriver, c'est le 2025-500. Alors, on ne vous parle pas de RSE, on vous parle de transition écologique, transition numérique, de santé, sécurité au travail et handicap. Mais c'est ça la RSE. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, il faut être en veille tout le temps et puis adapter vos dossiers, pas seulement en fonction de ce que raconte France Compétences, mais vous voyez, le fait que j'ai un bloc de compétences RSE dans formateur professionnel d'adultes, c'est un signe que la RSE va prendre de l'importance dans le système. Et bien là, c'est maintenant transition écologique, transition numérique. Vous avez intérêt à en parler dans vos dossiers, hein, sans attendre le 1er janvier, le 1er octobre 2025. On va continuer un peu les questions et ensuite on va reprendre sur l'axe 4. Oui, alors, parce que c'est le dernier axe 4. Et puis, il y a des questions justement dessus qui sont très importantes. Parce qu'il nous reste 27 minutes, si on veut tenir le timing. Voilà. Il y a Aurélie qui demandait, je te remercie Cathy d'avoir copié la question d'Aurélie. Pour les accidents du travail, la question des responsabilités partagée est un vrai séisme. On est d'accord. Quelle sera la réelle responsabilité du CFA? Notamment, justement, Michel, on en parlait, dans la boucherie, les couteaux et dans le BTP. Alors, très bonne question, Aurélie. Malheureusement, encore une fois, on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants de ce qui va être décidé au plus haut lieu.
Mais oui, c'est une véritable question. Comment le CFA va avoir cette responsabilité? Donc ça fait partie justement des questions que je compte envoyer aux différentes entités, parce que non, ça demande une vraie réflexion. Donc on attend, y aura-t-il une responsabilité de prévention, une responsabilité ou autre, mais il faut absolument que par rapport justement au métier visé, ce côté prévention soit vu par les étudiants au plus tôt, ou comment vous faites justement pour les sensibiliser. Donc à voir vraiment ce que va nous dire le ministère derrière. Encore une petite question. Alors, je voudrais répondre rapidement à la question de Lem Dac sur la phrase qui dit que si on n'a pas de locaux, la déclaration d'activité Ah pourra voilà, être je voulais y annulée. arriver parce qu'on arrive à l'axe 4. De vous à moi, il y a quand même des organismes de représentation de la profession, en particulier les acteurs de la compétence dont nous sommes membres avec CFS+, le Synovdes, le syndicat le SICFI, que je salue, des organismes qui se mettent ensemble pour intervenir auprès des pouvoirs publics pour traiter de ces questions-là. Et puis, je fais aussi un coucou à nos amis de ENOA, AINOA, qui est le nouveau nom de Forum des acteurs de la formation digitale, ex-FOD. Bien, évidemment, ENOA est très mobilisé sur cette question, sur effectivement quid des formations 100% online. Maintenant, les formations 100% online, je vous invite à vous inscrire à nos Elite Classroom, parce qu'on en parlera, on fera une Elite Classroom que là-dessus. Alors, je vais apporter tout de suite une précision. Du coup, on va reprendre l'axe 4. Empêcher les organismes frauduleux d'exercer une activité de formation en suspendant les déclarations d'activité des organismes de formation suspectés. Là, je ne vais pas prendre point par point parce que c'est un ensemble. Renforcer l'efficience des procédures de contrôle, coordonner les contrôles, mettre en œuvre un système d'information partagé entre les acteurs du contrôle, et le dernier point qui est à part, l'enquête des GCCRF. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on m'a déjà envoyées comme question. Oui, si on est en distanciel, mais comment je vais faire? Est-ce que le NDA va sauter ou autre? Ça concerne uniquement les CFA en distanciel. C'est eux qui sont visés. Si vous êtes formateur indépendant, que vous êtes en distanciel, vous n'êtes pas inquiété. C'est uniquement si vous êtes CFA 100% en distanciel que là, oui, il y a de quoi s'inquiéter. C'est vraiment la lecture et c'est les échos que j'ai eus concrets de ce point-là. Là, ça concerne vraiment l'apprentissage, les CFA. Je sais, je vois déjà des cris d'eau frais et tout. J'en suis consciente. Il y a des très, très bons CFA en ligne qui sont sur des formations concrètes, enfin des choses qu'on peut faire en distanciel. Tout le monde le sait, on a des CFA en distanciel qui forment sur des métiers de l'artisanat. Peut-être que c'est bien fait, je ne sais pas. Mais ça paraît peu concret quand même, soyons réalistes. Voilà, comment apprendre un geste métier en distanciel? Il y a des choses comme ça où il y a eu beaucoup de dérives, où il y en a qui ont fait beaucoup d'argent. On a tous vu certaines pubs à la télé. Formez-vous, devenez chez vous, de chez vous, de chez vous, de chez vous. Et c'est ça qui est visé concrètement. Donc, c'est ces CFA qui n'ont pas du tout de locaux. Oui, parce qu'il n'y a pas de mise en pratique, parce qu'on est quand même sur des compétences techniques, des compétences manuelles, mais il faut passer quand même au truc manuel. Et bon, moi, je veux bien qu'on apprenne des métiers manuels que je ne citerai pas, mais il faut bien quand même passer à l'action concrète. Tiens, je salue nos amis de Format Cargo, RNCP, ouvrier modulaire hors site. On fait du reconditionnement de containers maritimes. Vous croyez qu'on va apprendre à faire du reconditionnement de containers maritimes à distance avec des formations à distance? Vous rigolez, et il faut avoir une sacrée structure pour pouvoir faire ça. Bien. C'est un exemple parmi d'autres. C'est un RNCP qui est très intéressant, c'est niveau 3, ouvrier modulaire hors site, et ça va se développer. C'est la construction modulaire hors site à le vent. Michel, focus. Oui, focus, mais c'est des exemples concrets. Voilà. Donc, pour ceux qui ont beaucoup de questions, qui s'inquiétaient, si vous n'êtes pas CFA, rassurez-vous. Par contre, voilà, s'il y a une suspicion de fraude,
S'il y a justement une remontée par un jeune ou qu'on voit des éléments de fraude, là, ils vont avoir le pouvoir tout de suite de faire sauter la NDA. Plus de NDA, plus de Calliope, plus de financement, plus rien. Donc, et puis, ça commence aussi par le refus de NDA qui se multiplie, ça se durcit. On le Voilà. voit. Et Et des on a fois, un c'est exemple. contestable d'ailleurs, les refus. J'ai l'impression Oui, qu'ils refusent tout. ouais, C'est pas, je voilà. dirais rien. Voilà, Mais mais enfin, en tout cas, il y a il un faut savoir exemple. doser quand Il y a un même. exemple concret qui est un cas de refus de numéro de déclaration d'activité pour un organisme qui se présente qu'avec des sous-traitants. Et il n'y a pas un seul formateur dans la boîte, il n'y a que des sous-traitants. Eh ben, il y a un refus de déclaration d'activité qui pour moi est justifié par des articles du Code du travail, mais il y a des protestations contre ça, c'est scandaleux. Mais pour moi, c'est une boîte d'intérim, c'est pas un organisme de formation. Je ferme la parenthèse. Mais Voilà, c'est pour donner des exemples concrets. très bien. Ce que ça change réellement, ce premier point, de déployer une politique de tolérance zéro, c'est qu'il n'y aura plus besoin d'attendre une enquête complète ou un jugement. Mesure conservatoire immédiate. Bim, bam, on fait tout sauter et après on voit. Donc, ça pose des questions, bien évidemment. Si la bonne foi est prouvée, comment on va faire? Alors, j'ai aussi entendu dans les questions, oui, mais l'obligation de Calliope pour des gens qui sont justement pas sur les financements publics, ce n'est pas en inadéquation avec la liberté d'entreprendre. Ils en sont conscients et non, ce n'est pas en inadéquation avec la liberté d'entreprendre. Non, parce que vous êtes libre de faire des formations non certifiantes. Mais à partir du moment où votre liberté, vous êtes libre de choisir de faire une formation certifiante, eh ben vous rentrez dans le cadre de la législation sur les formations certifiantes. Point. Et vous êtes Voilà. libre de faire des formations certifiantes ou pas. Alors là, Personne ne vous oblige. ouais. Là, par contre, on va essayer de sourire un petit peu parce que je pense que les 3 prochains points, c'est quelque chose sur lequel on s'est beaucoup plaint, nous, acteurs de la formation. Renforcer l'efficience des procédures de contrôle en simplifiant le cadre juridique des services régionaux et contrôle de la formation. Coordonner les contrôles des différents acteurs de la formation pour gagner en efficience et en réactivité. Le nouveau cadre juridique permettant des échanges, voilà, nouveau entre les services de contrôle afin de partager les alertes et de cibler les contrôles, mettre en œuvre un système d'information partagé entre les acteurs du contrôle permettant au pouvoir public et financeurs d'échanger alertes, contrôles réalisés et résultats obtenus. Déjà, depuis plus d'un an, les OPCO ont l'obligation de communiquer entre eux s'ils ont des alertes. Ils le font déjà, on le voit bien, parce que pourquoi on dit ça? Enfin, beaucoup se posent des questions, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des mauvais acteurs. Ils s'amusaient à changer d'OPCO quand ils avaient un refus, un autre, et ben hop, on changeait d'OPCO et on essayait de faire une demande chez l'autre. C'est des choses que j'ai vues. Ça sera fini. Et quand on parle les services de contrôle, c'est large. Ça veut aussi bien dire les services de contrôle de la Caisse des dépôts, les services de contrôle de France Compétences, les services de contrôle de la DRETS. Là, on parle de tous les acteurs du contrôle qui vont être coordonnés. Il va y avoir un système d'information commun. Le but de tout ça, c'est d'identifier au plus tôt les fraudeurs, les mauvais acteurs, les gens problématiques, entre guillemets, afin justement de coordonner les actions et tout. Et l'autre but aussi, c'est qu'on s'est beaucoup plaint, c'est d'avoir, la même année, on peut se retrouver avec 4 contrôles alors qu'on est un bon acteur. Donc, je pense aussi que, parce que ça, c'est quelque chose qui est remonté très, très, très souvent au niveau du ministère, c'est que certains bons acteurs ont pu prendre 4 contrôles dans l'année, un de l'adresse, un GIE, enfin sur Datadoc, un autre ceci, un autre cela. On sait tous, ce genre de contrôle, c'est extrêmement chronophage, ça prend du temps. Et quand on s'en prend 4 à la suite dans l'année, alors qu'on est, oui, c'est un peu lourd à gérer. Donc, on espère, enfin, j'espère vraiment, et je pense qu'on est plusieurs à espérer, que ce futur système d'information, cette coordination entre les services de contrôle va permettre d'avoir des contrôles de services faits, des contrôles qualité qui soient plus efficients, que nous, acteurs de la formation, on sache, si on a été contrôlé par tel, normalement, les autres sont au courant. Si j'ai eu une alerte, si on m'a tapé déjà sur les doigts, oui, certainement, je vais avoir les autres services qui vont venir. Ou ils vont refuser des dossiers ou autres, s'il y a des éléments concrets. Donc,
Le but, c'est pour les bons acteurs, on va peut-être être moins contrôlé systématiquement sur des référentiels qui se ressemblent énormément, on le sait. Et Non, pour mais les mauvais acteurs, c'est on vous identifie plus vite pour vous stopper plus vite. et puis vous pouvez avoir des ballons d'essai, ce que j'ai décrit tout à l'heure avec les 3 lettres de l'OPCO qui me demandent comment je justifie, sans me parler du code du travail, hein, mais de l'article du code du travail. Pour moi, c'est un ballon d'essai. Tiens, mais pour moi, quand j'ai reçu ces lettres, pour moi, j'étais dans un contrôle qualité de l'OPCO. Voilà. Et donc, ça peut se faire comme ça. De temps en temps, vous écrivez, tiens, comment vous faites ça? Et puis si vous répondez à côté en disant mais de quoi vous me parlez, on dira ah bah tiens il connaît pas, on va aller creuser un petit peu plus loin. Voilà, c'est des petites alertes, hein, des signaux. Voilà. C'est des signaux, voilà, donc on espère que vraiment ça va permettre de nous alléger, qu'on soit moins contrôlés et que les mauvais acteurs soient plus vite identifiés et plus vite stoppés. Mais c'est une réalité, beaucoup l'ignorent encore, mais les OPCO communiquent réellement entre eux sur certaines dérives. Bien sûr qu'il y a des OPCO où ça marche mieux, d'autres un petit peu moins, mais on voit vraiment une montée en puissance de ces informations qui sont transmises entre professionnels, enfin, entre les différents services de contrôle. Voilà, donc ça, je pense que c'est un élément qui est quand même assez positif aussi dans ce plan gouvernemental, hein, le plan Vigie, Piraformation, là, je sais comment tu l'as appelé. Mais c'est pour moi un signal positif. Voilà, mais Et non, vas-y. dans le webinaire fait avec Thierry Teboul, donc président du GIE D2OF Datadoc, il dit très bien que le GIE D2OF Datadoc déclenche un contrôle, puis il reçoit une réaction de l'organisme de formation en disant j'ai déjà été contrôlé par tel OPCO. Ben, il vérifie que l'OPCO a bien vérifié sur la base du référentiel GIE D2OF, et puis ils annulent le rendez-vous. Voilà. Hein, c'est déjà des choses qui existent un peu, la coordination. En tout cas, au sein du GIE D2OF. Voilà, résumé des textes, peut-être qu'on a... Il y avait un dernier point, excuse-moi, j'étais en train de lire des questions. Ah, pardon, oui, excusez-moi. Et c'est un point qui n'est pas des moindres, c'est la nouvelle enquête nationale de la DGCCRF sur Exact, l'enseignement supérieur privé. exact. Oui, Alors, encore une fois, l'enseignement supérieur privé est dans le viseur. vous savez ce que c'est que la DGCCRF, n'est-ce pas? C'est la délégation générale au commerce et à la répression des fraudes. C'est bien Oui, ça? le ministère du Commerce qui était justement dans ce fameux plan gouvernemental qui avait la ministre qui est C'est signataire. ça. Alors, je vous signale que, en particulier sur les bilans de compétences dont on a très peu parlé, mais parce qu'il y a eu des millions et des millions d'euros en bilan de compétences financés par le CPF, et je peux vous dire que tous les centres de bilan de compétences qui recevaient des millions d'euros ont été convoqués par la direction régionale de la répression des fraudes de leur région. Hein. Et il y a des enquêtes très, très, très poussées de la DGCCRF. Hein. Alors là, cette enquête est déjà lancée, hein, elle est déjà active. Hein. Elle vise à identifier des formations dans le droit ou la santé sans reconnaissance officielle, en priorité, parce qu'il y a eu pas mal de dérives. Toutes les confusions volontaires sur les diplômes délivrés, utilisation abusive des mentions licence, master, bachelor, des allégations trompeuses sur les débouchés, taux d'insertion ou taux de réussite, des pratiques commerciales illégales, démarchage agressif, frais abusifs, pression commerciale. Donc, ça va viser bien évidemment une centaine d'établissements. Si la DGCCRF se rend compte qu'il y a des mauvaises choses, et ben voilà, bah, tout de suite, ça va signaler, hein, et sanctionner. Sanctions administratives et pénales, parce que maintenant aussi, hein, avec le décret 2025-500, on a parlé aussi justement des responsabilités, hein, des dirigeants d'organismes de formation et CFA. Donc là, on ne rigole plus. C'est mine de rien, c'est un élément qui arrive un petit peu à la fin de ce plan gouvernemental, mais qui est aussi un signal fort sur la volonté du gouvernement de cadrer la formation pro, l'apprentissage, l'enseignement supérieur privé, après des années, je ne dirais pas de dérive globale, hein, mais on avait quand même vu des acteurs aux très mauvaises pratiques, hein, qui ont pu développer un business à plusieurs millions d'euros. Et c'est ce type d'acteurs dont l'insertion professionnelle des élèves avoisine les
10-20%, et qui sur leur site annoncent monts et merveilles, attirent aussi des jeunes avec des fausses propositions, des fausses promesses, c'est eux qui sont ciblés. À voir ce que vont donner cette enquête et la communication qui va être faite autour. On va passer un petit peu à une session de questions. Là, en tout cas, pour finir sur ce sujet, vous avez la DGCCRF et en arrière-fond, vous avez cet organisme qui va contrôler tous les comptes bancaires, etc., qui s'appelle TRACFIN. Hein. TRACFIN, la traque financière. Ouais. Et voilà, là, on parle vraiment d'une coordination des services. Ça ne rigole pas, TRACFIN. Non, quand il vous tombe dessus, vous vous en souvenez. Exactement. Brièvement, donc, pour parler des textes et tout, donc on va avoir les nouveaux indicateurs Calliope, ça va être par décret. Le rôle de France Compétences vis-à-vis du COFRAC, ça va être une mesure législative. L'extension de Calliope à tous les organismes de formation délivrant du certifiant, ça va certainement passer aussi. Enfin, c'est du législatif. Et la suspension immédiate des OF douteux, la loi est déjà partiellement actée, on le sait. Et il va y avoir certainement d'autres précisions, des petits ajustements au fur et à mesure des mois. Donc oui, effectivement, le terme de séisme est bien choisi, Michel, parce que c'est des choses que beaucoup d'acteurs de la formation attendaient. On en est tous conscients. Certains se sont réjouis en disant « Enfin, on y est, ça y est. J'ai la même réaction que vous. Enfin, on y est. » Ça a mis le temps. Après, voilà, on sait qu'au niveau, on a eu une petite valse de différents ministres au cours des derniers mois, ce qui a forcément retardé un petit peu la mise en œuvre de tout ça. Parce que ce sont des choses qui étaient depuis longtemps quand même étudiées par le ministère du Travail, l'EducNat et l'enseignement supérieur. Et là, ils se sont enfin coordonnés pour pouvoir justement mettre en œuvre tout ça. On vous a fait un petit tableau récap à la fin. Les questions, comme on vous l'a dit, là, on va en répondre un petit peu. Et de toute façon, toutes les questions qui ont été posées lors du webinaire, on vous fera une FAQ qui vous sera envoyée. Et cette FAQ, elle sera aussi envoyée auprès des autorités compétentes afin qu'ils puissent anticiper nos éventuelles questions, nos éventuelles remarques, la réalité du terrain. C'est pour ça que c'est très important. Je sais qu'on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions parce que voilà, c'est bientôt fini. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Même si nous, on n'a pas les réponses, ça fera en sorte d'alerter quand même au-dessus pour dire, il y a peut-être ça que vous n'avez pas pensé. Et nous, comment on va faire dans notre spécialité? Oui, il va y avoir du cas par cas, ça va être difficile, on va voir. Mais là, on n'en est vraiment qu'au début. Ils l'annoncent, ils nous ont prévenus, attention, on va changer les choses. On est prêt. Et là, il va falloir faire de la veille, il va falloir anticiper. Pour les bons acteurs, moi, je ne m'inquiète pas. Ça va peut-être mettre un petit peu plus de complexité, mais ce n'est pas vous qui êtes visé. Oui, et puis vous avez déjà des outils entre les mains. Quand on travaille sérieusement, on a déjà des outils entre les mains qui nous permettent de faire tout ça. C'est notre quotidien, on travaille sérieusement, on surveille ce qu'on fait et puis on surveille nos casseroles pour que le lait ne déborde pas. Et tout le monde fait ça. Quand on travaille normalement, on ne doit pas s'inquiéter de ça. Au contraire, on doit s'en réjouir. Alors, il y a Nadine qui pose une question. On va faire une petite session de questions gentiment. Qu'entend-on exactement par frais de réservation? Je pense aux CFA facturant des frais d'inscription qui découvrent une réalité de travail importante. L'accompagnement, par exemple, l'accompagnement réel au CV à la recherche du candidat. Alors, ça, justement, c'est normalement un étudiant en apprentissage n'a rien à sortir de sa poche. Donc moi, après, c'est mon point de vue, tel que je vois les choses. Je comprends que c'est du travail derrière. J'en suis tout à fait consciente. Mais si le législateur, enfin les autorités considèrent que ça, ce n'est pas légal, ils vont le préciser. Et ça, ils en sont parfaitement conscients. Les job box, non. Sincèrement, non, ça ne peut pas rentrer en compte. Enfin, pour moi, personnellement, Michel, après, toi, tu as peut-être un autre avis, mais pour moi, l'apprentissage doit être totalement gratuit. Oui, enfin, c'est une évidence. Là, il n'y a pas des frais qui sont… Alors bon, parce qu'il y a des frais qui s'imposent à l'organisme de formation, mais pas à l'apprenti, oui, bien sûr.
Alors, Et l'organisme de forme d'apprentissage n'a pas à répercuter ses frais sur la famille de l'apprenti ou l'apprenti lui-même, bien sûr. voilà, l'apprentissage doit être ouvert à tous, même aux familles les plus modestes. Mais Et absolument. quand je vois certains frais où on demande 500 €, si vous trouvez une entreprise dans les 3 mois, ces 500 € vous seront remboursés. Vu la difficulté des étudiants à l'heure actuelle à trouver une alternance, voilà, je n'en dirai pas plus, mais oui, c'est des pratiques qui vont devoir changer. Une question intéressante de Véronique. Concernant cette obligation de certification des auditeurs Calliope, quid pour ceux et celles qui existent depuis le démarrage du RNQ et qui se sont formés à la pratique d'audit non certifiant? Une VAE sur un RS n'étant pas possible, une habilitation serait peut-être la solution. Alors, justement, là, ça dépend du certificateur, comment il va déposer. Généralement, sur un RS, on n'a qu'une voie d'accès qui est la voie formation continue. Mais si le certificateur est intelligent, il va mettre quelque chose, donc, par l'expérience. Oui, oui, même sur un RS, c'est possible. Je suis Alors, à la test. Vas-y, Michel, je te laisse continuer. Je sais que tu l'as déjà fait sur un RS. oui, c'est-à-dire il y a 6 voies d'accès et qui sont réparties en 3 catégories. Catégorie formation, formation initiale, formation continue. Formation initiale, ça s'appelle statut d'étudiant. Ensuite, vous avez l'alternance, apprentissage, professionnalisation. Et ensuite, vous avez les acquis, la VAE ou la candidature individuelle. C'est-à-dire que nous, quand on accompagne des RS, on fait toujours nos clients, vous cochez candidature individuelle. Moi, je sais déjà, je suis capable de passer l'examen que vous me proposez. Vous me faites passer un test qui va montrer qu'effectivement, je suis capable de passer l'examen. Vous me facturez les passages de l'examen, je n'ai pas à me former ni à faire une VAE, je passe l'examen. Voilà, c'est l'option candidat libre, entre guillemets, la VAE. Candidature, voilà, candidature individuelle, elle est Voilà, fondamentale. Et candidat, ah oui, je vous signale que la trappe à fraude, justement, le fait que l'administration, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur n'habilitaient personne, c'était, ben moi, les gens, je vous forme pour être candidat en candidature individuelle sur le CAP, candidature individuelle sur le BTS, candidature individuelle. Voilà. Mais bon, puisqu'il n'y a pas de VAE, etc., puis je ne suis pas organisme reconnu par l'organisme certificateur qu'est le ministère. Et donc, c'était ça la trappe à fraude. Mais la candidature individuelle est quelque chose de très important. Nous, avec mes certifs, on a toutes les stats et on a à peu près 15% des certifications qui sont attribuées chaque année par candidature individuelle. Mais c'est énorme. c'est pour ça que, en fait, Véronique, oui, on pourra envisager ça, mais ça dépend du certificateur s'il choisit cette option. C'est ça. Un certificateur qui va déposer demain auprès de France Compétences voilà, un RS sur l'audit Calliope, spécifiquement, aura tout intérêt justement à mettre cette voie de candidature par l'expérience, entre guillemets, candidature individuelle, qui Alors, permettra à des gens expérimentés d'avoir un examen, certainement juste un oral, devant un jury de professionnels, ouais. voilà, qui Alors, justifiera. tu as raison, Nathalie, quand même, sur ORS, on peut aussi faire de la candidature par expérience, qui est différente de la candidature individuelle. La candidature par expérience est aussi possible au ORS, mais ce n'est pas sur le système VAE, c'est-à-dire que Voilà. tu es obligé de construire toi-même ta propre VAE. Voilà. Mais ce n'est pas une VAE, donc bon courage pour que ce soit reconnu par la commission de la certification. Il suffit simplement de Je bien vous décrire. rappelle que ce n'est pas France Compétences qui délivre les autorisations, les enregistrements, mais c'est la commission. France Il faudra Compétences fait simplement, pour moi, bien décrire qu'est-ce qu'on attend justement d'une validation, enfin, par l'expérience sur un RS. exactement, Et c'est là tout l'enjeu d'un dossier RS bien construit et bien calibré, c'est exactement, qu'on ait toutes les réponses pour chaque voie d'accès. Donc cette voie exactement. d'accès, elle n'est pas à négliger, je la pense vraiment utile et qui répondrait à énormément d'auditeurs, parce que des auditeurs, on en a quand même beaucoup, des très bons. Donc ça serait dommage qu'ils ne continuent pas d'exercer ou qu'ils doivent suivre une formation sur laquelle ils ne vont rien apprendre. Absolument, mais ils peuvent passer l'examen en candidature individuelle. Mais il faut toujours est-il que le certificateur coche Ah cette ben, il faut que option le avec défaut. certificateur mette candidature individuelle dans ses voies d'accès, bien sûr. Voilà. Après, je sais, beaucoup ont cette logique, parce que bien évidemment, c'est moins cher qu'une formation, ce genre de voie d'accès. Et ben, faut sortir un petit peu de cette vision toujours tout pour l'argent, entre guillemets, et pouvoir aussi penser au système. Voilà. Il y aura forcément un montant pour cette voie d'accès,
mais qui sera inférieur à la formation. Il faut que ça soit Oui, c'est accessible. dans les… Donc, c'est vraiment une stratégie. Hein. C'est ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle la vie de la certification, comment vous allez la faire vivre. Et donc, ça, c'est un des trucs. Mais Véronique, si on a des Exactement. clients, et si j'en ai avoir des clients, justement, je suis déjà dessus, sur ces certifications d'audit Calliope, Michel comme moi, on encourage plus que fortement à ouvrir cette voie d'accès. Ça nous paraît Absolument. une logique imparable. Ce n'est pas possible de ne Absolument. pas la proposer. Absolument. Et puis vous avez une demande de gens qui disent mais moi j'aurais passé l'examen en candidature individuelle, donc vous vous privez d'une ressource financière, même si elle n'est pas mais bon, parce qu'évidemment c'est payant hein, de passer l'examen, mais c'est qu'à 300, 400, 500 euros. Enfin c'est le prix de l'examen, c'est pas le prix de la formation. Mais bon, pourquoi empêcherait-on des gens de passer l'examen s'ils sont capables de le passer? Voilà. Voilà. Alors, il est déjà midi. il est déjà midi, voilà. Alors, on termine pour dire, après nos webinaires gratuits comme celui-là, on fait des masterclass que nous, on appelle des Elite Classroom, marque déposée, pour dire, bon, voilà, masterclass, tout le monde fait des masterclass, nous, on fait des Elite Classroom. Bon, c'est un petit clin d'œil. Donc, vous allez recevoir le programme, parce qu'on a un programme chargé. On avait fait un programme où on faisait des journées, où on a tout cassé, on va faire des demi-journées. On va tout vous envoyer par mail, vous vous inscrivez, vous inscrivez pas, vous faites comme vous voulez. Ce sera, je ne sais plus combien, la demi-journée. Quel est le tarif Les tarifs sympas, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas pris en charge parce que vu le montant qui sera proposé, C'est ça ça. ne sert à rien. C'est ça. C'est De prise en ça. charge, enfin. Voilà. Et puis, bien évidemment, un petit clin d'œil sur l'application mescertif.fr. Si vous n'êtes pas encore là, certificateur, ou si vous n'êtes pas encore là, organisme de formation préparant des certifications, allez-y parce que on va vous proposer des choses qui vont faire que Mescertif va vraiment devenir la tour de Voilà, contrôle du Mescertif va système beaucoup certifiant. évoluer. Voilà. Alors, pour les questions, alors, on ne va pas vous répondre ce week-end, hein, on va se reposer un petit peu, mais courant de la semaine, je dirais aux alentours de mercredi, jeudi, tous ceux qui ont posé des questions, même tous les participants du webinaire, on vous enverra cette fac. Là, on aura des réponses. Quand on n'en aura pas, on dira qu'on aura soumis justement aux autorités compétentes et que peut-être qu'on aura un retour. Mais Michel et moi, on vous informera. Et là, on va, petite annonce spéciale fin. Hein. Voilà. Sachez Je te laisse. Calester Consulting, donc mon entreprise, c'est bientôt fini. Mais pourquoi? Parce que je rejoins CFS+, avec grand bonheur. Donc, Michel et moi, nous allons travailler main dans la main à vous donner les bonnes informations, à vous accompagner régulièrement. Donc là, c'est vraiment l'info en exclusivité. Je n'ai pas encore communiqué sur LinkedIn, mais Michel et Nat, vous allez les voir très souvent. Voilà, et je suis ravie de rejoindre cette équipe que je connais très, très bien. Nathalie, Michel, Nathalie et toute l'équipe CFSU derrière, Cathy qui est là en backup, Sarah qu'on embrasse, Isaline qui va beaucoup travailler avec toi sur les dépôts de RNCP et de RS, Isaline étant toute seule aux manettes un peu avec moi sur les dépôts et ça lui demande beaucoup de travail. Isaline étant une ancienne instructrice du répertoire spécifique, comme ça. Et puis Ikram et Saïd qui, eux, continuent à développer et à améliorer notre moteur de recherche mescertif.fr. Donc, Nathalie rejoint une équipe et on est ravis de l'accueillir. C'est fini ou quoi? Me revoilà, on a eu une petite coupure. Tu as eu une coupure, oui. Voilà, je suis là, je n'ai pas disparu. Voilà, donc, voilà. Merci à tous pour votre participation. Essayez de passer un bon été pour ceux qui ne sont pas encore partis en vacances. Reposez-vous bien, parce qu'on va avoir une rentrée sportive. Ça va être sportif, oui. Alors. À très vite et puis à bientôt pour des nouvelles informations sur la formation pro. Bonne journée à tous. Merci. Le replay va être accessible dans pas longtemps. Et puis, vous pouvez rediffuser ce replay, rediffuser le document que vous avez téléchargé. Enfin, voilà. Informez-vous, informez votre entourage que ça bouge. Bon, on dit séisme, n'exagérons pas, mais enfin, en tout cas, c'est quand même une secousse tellurique. Hein. Pour certains, c'est un vrai séisme. Pour les bons pros, pour certains, c'est un vrai séisme. On est d'accord. Bon été, à très bientôt. Bonne journée à tous.